Et donc par exemple, si je fais des barres de céréales, je vais faire un grand plat qu'il suffit de découper après. Il y en a 16, je lui en mets une et j'en mets 3-4 dans la boîte pour la semaine et le reste va au congélateur. Si la semaine suivante je fais des muffins chocolat betterave, pareil, je vais lui en mettre un ou deux. Il y en a 2-3 pour la semaine ou pour d'autres jours. Le reste va au congélateur, ce qui permet en fait de faire des tournantes après puisque j'ai plusieurs sortes en même temps au congélateur. Bienvenue dans Eco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce nouvel épisode au sujet des générations Eco-Conso, on s'intéresse à l'alimentation. Nous rencontrerons d'abord Sarah et Cédric. Ensemble, on va discuter du circuit court, du fait de ne pas faire de trajet expressément pour faire ses courses, d'anticiper ses menus pour alléger sa charge mentale, d'intégrer des légumes au maximum dans les collations et de l'atout que peut représenter un congélateur pour se faciliter la vie au quotidien. Ensuite, direction Jean Blou pour explorer le jardin Equicroc, un groupement d'achat commun qui a évolué en ASBL et sensibilise aujourd'hui une série de publics à l'alimentation saine et durable. Génération Eco-Conso, c'est parti! Épisode 3. Nous sommes accueillis par Sarah et Cédric dans la région namuroise. Quand nous arrivons, Sarah est en train de préparer des brochettes de fruits et des muffins aux légumes pour le brunch de fin d'année de l'école de Garance, leur fille de 4 ans. Ils sont aussi les parents d'Emilien, 2 ans. On s'attable, impatients de connaître leurs secrets pour une alimentation saine et efficace, en famille. Bonjour Sarah, bonjour Cédric, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Pour commencer, est-ce que vous savez m'expliquer comment vous avez eu peut-être un déclic pour vous lancer dans l'éco-consommation? Par où est-ce que vous êtes rentré dans la démarche? Je pense que, donc ça devait être il y a presque 5 ans maintenant, je pense que avant la question de circuit court, etc., est venue la question du zéro déchet. Voilà, on avait reçu un bouquin, on avait commencé à se poser la question, etc. Et puis voilà, et puis on a commencé par trouver un groupement d'achat commun sur la commune, et puis on a commencé à essayer de réduire nos déchets, et puis je suis tombée enceinte, donc j'ai fait aussi plus attention certainement à ce que je mangeais, et puis une fois que les enfants naissent, en fait, comme on est leur modèle, entre guillemets, c'est à nous de montrer l'exemple par rapport à ce qu'on mange, et puis on a envie qu'ils mangent correctement, et puis de fil en aiguille, tout s'est fait petit à petit, et c'est vrai que de plus en plus, depuis 5 ans, foisonnent, entre guillemets, les nouveaux magasins à la ferme, les magasins de vrac, etc., ce qui nous aide évidemment beaucoup. Est-ce que c'est un objectif plutôt environnemental ou plutôt santé? Alors, je pense qu'au départ, c'était plutôt environnemental et que dans un deuxième temps, en fait, c'est santé. Mais de nouveau, c'est à force de lire une chose. Une deuxième, on se rend compte, en fait, je dirais, il y a pas si longtemps, on avait encore certains appareils qui chauffent en plastique, et en fait, on s'est dit non, ça c'est plus possible, on va les remplacer, enfin, on les remplace, ou on ne les remplace pas d'ailleurs, et voilà. Comment est-ce que vous vous organisez pour faire vos courses? L'idée première, c'est de ne pas prendre la voiture pour aller faire des courses, puisqu'on habite à la campagne, et donc ça, ce serait contre-productif. Donc au départ, on essayait de faire les courses en passant, entre guillemets. Si on est en voiture quelque part, on passe devant, ou bien alors on se déplace en vélo pour aller faire les courses. Maintenant, le système est encore à peaufiner. On s'est dit que y a rien à faire. Les prix ont aussi, en tout cas dans les magasins traditionnels, ont quand même fort augmenté. Ça a changé aussi avec le Covid. Avec le Covid, on a arrêté tout ce qu'on faisait parce qu'on faisait une fois les courses toutes les 2 semaines et donc dans une grande enseigne. Et donc ça a quand même beaucoup changé. Et là, post-Covid, on essaye vraiment de reprendre en fait toutes nos bonnes habitudes. On a la chance au niveau des fruits et légumes, produits laitiers, eux, d'être dans le groupement d'achat commun. Et donc en fait, c'est une fois par semaine, le soir. Et on est plusieurs familles dans la rue en plus, donc on fait une tournante. Et donc nous, on y va une fois toutes les 3-4 semaines. On va chercher à l'endroit du dépôt, voilà, tous les produits frais qu'on ramène ou qu'on nous dépose devant notre porte une fois par semaine. Donc ça élimine déjà cette catégorie-là. La boucherie, je dirais qu'on y va une fois par mois ou tous les 2 mois. On prend tout ce dont on a besoin dans des boîtes et puis on utilise notre congélateur.
Le fromage, donc tout ce qu'on met sur le pain, en fait, on a un fromager qui vient sur la place du village tous les jeudis, ce qui nous facilite aussi beaucoup la vie puisqu'on va chercher les enfants à l'école, on passe, on vient avec nos boîtes et on les ramène à la maison. Et pour les courses plus de vrac, de conserves éventuelles, etc., là, on essaie aussi d'y aller une fois par mois ou tous les 2 mois, on y va une bonne fois et puis en fait, ce sont des choses qui se conservent et donc on n'a pas besoin d'y retourner. Et là, c'est dans un supermarché ? Non, ça on va dans des magasins de vrac, il y a par exemple Agricovert, il y a Paysans Artisans, etc. Autour de chez nous. Et alors, il nous reste quand même le supermarché traditionnel pour certaines choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ou qu'on trouve par exemple en magasin bio, mais qu'on n'a pas près de chez nous. Et donc de nouveau, si le but c'est d'aller faire 15 km en voiture pour aller jusque-là, alors je préfère faire des courses entre guillemets de dépannage plus près de chez nous pour certains produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et tu penses à quoi quand tu parles de courses de dépannage ? Il y a certains produits que j'ai pas encore trouvés à suffisance. Par exemple, la feta avec du lait de chèvre et brebis, j'en ai pas en vrac tout près de chez moi. Le mascarpone non plus. Et je pense qu'il y a des magasins de vrac qui le font, mais voilà, le but de nouveau, c'est pas de parcourir la Belgique pour aller les chercher. Donc sur ces choses-là, on fait une croix dessus. Et puis, pour le moment, en tout cas. Oui, aussi le lait de croissance. Mais alors ça, on va plus essayer. Moi, près de mon travail, il y a des supermarchés classiques, enfin où il y a tout un tas d'autres sortes de magasins. Et donc là, alors, je vais sur le temps de midi chercher un truc comme ça. Ça nous évite aussi de devoir faire un déplacement pour ça ou de devoir consacrer une partie de notre samedi ou quoi à aller faire les courses alors qu'on peut faire d'autres choses ou avoir plus un temps de famille qu'un supermarché, quoi. Parce qu'effectivement, le week-end, on fait pas les courses. Enfin, elles sont faites d'elles-mêmes, entre guillemets, éventuellement, une fois par mois ou tous les 2 mois. Je vais 1 heure dans un magasin, mais l'avantage des magasins de vrac, etc., c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus petit, donc on passe beaucoup moins de temps dans les rayons. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et ça va super vite. Et voilà, et c'est fait, on rentre, on trie les courses et voilà, on est bon pour 1 mois ou 2. Et donc, vous favorisez le local, le bio ? Ça dépend. Si ça peut être bio et local, c'est très bien. Si je vais dans un supermarché, je vais plutôt prendre a priori du bio, mais si ça existe en bio et que c'est pas suremballé, parce que si j'ai une version non bio en vrac ou une version bio emballée, a priori, je vais quand même prendre la non bio en vrac. C'est toujours la même logique aussi. On a une boucherie ici au village qui est quand même assez réputée et qui propose pas mal de choses de qualité. Maintenant, on va préférer aller dans cette boucherie-là où on sait aller à pied ou en vélo, que d'aller à une boucherie qui est à 20 minutes en voiture et qui, elle, est peut-être plus bio, machin, mais enfin, dans son ensemble, ça aurait moins de sens que d'aller chez le boucher ici, quoi. Alors, si on en vient au repas, est-ce qu'il y a une certaine organisation au niveau de la semaine ? Alors, on a essayé de faire nos menus à l'avance et en fait, on n'y arrive pas forcément à se dire, allez, tous les dimanches, on prend le temps d'y réfléchir. Donc, on avait essayé un tableau. Maintenant, ça a les limites que ça a aussi, mais un espèce de tableau pour décharger justement la charge mentale. Et donc, pour les petits déjeuners, c'est plus ou moins cadré, mais de nouveau, hein, ça peut bouger d'une semaine à l'autre. Mais le lundi, on va plutôt manger des crêpes. Le mardi, on va plutôt manger du yaourt. Le mercredi, je dis ce jour-là, mais on peut varier. On va plutôt manger un bol de flocons d'avoine. Un autre jour, ce sera tartine avec du fromage. Et puis, le vendredi, on mange souvent des œufs avec des petits haricots à la sauce tomate. Et voilà, parce que moi, je trouve que c'est important de varier, mais je vais pas préparer tout tous les jours. Et voilà. Donc ça, c'est une certaine logique. Mais par exemple, les crêpes, je m'amuse pas à faire des crêpes tous les dimanches soirs. En général, j'en fais un dimanche soir sur une petite crêpière où ça va super vite. Et puis, hop, je congèle les 3 autres. Enfin, je fais pour 4 fois et je congèle les 3 autres. Comme ça, je n'ai qu'à, sortir du congélateur le dimanche soir pour le lundi matin. Et pour les soirs, justement pour essayer de nouveau de décharger un peu, on a plus ou moins, mais de nouveau c'est très flexible, mais le lundi on va plutôt manger du poisson, le mardi on va plutôt boire de la soupe, le mercredi plutôt quelque chose à base de pâtes, le jeudi plutôt des légumineuses, le vendredi plutôt un peu tapas, mais de nouveau il y a plein de semaines où c'est pas forcément le cas, et on fait très fort en fait en fonction du contenu du frigo, puisque les fruits et les légumes, on ne les choisit pas entre guillemets, en tout cas pas tous, puisque on prend des paniers. Et donc bon, ça nous a permis de découvrir plein de choses. Et alors on essaye un petit peu, mais on sait essayer, et puis on n'a plus de cuisine pendant 2 semaines, donc il va falloir qu'on reprenne un peu, essayer de faire un peu de batch cooking le dimanche matin, mais pas pour toute la semaine, parce que je pense que tout ne se conserve pas, mais en tout cas de se dire, allez, si on a besoin de faire des collations, je fais 1 fois des collations le dimanche, avec une soupe et 2 repas par exemple. Voilà, si on sait faire ça, c'est bien. De nouveau, si on ne sait pas le faire. Et cette espèce de programme, il est venu en fait avec les enfants aussi, où on doit beaucoup plus
anticipé pour eux, ce qui est pas mon point fort au départ non plus, hein, typiquement pour les repas. Mais comme eux, ils mangent plutôt que nous aussi, et donc c'est pas quand on rentre du travail, on peut commencer à se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir et tout ça. Et donc au niveau des collations pour les enfants, surtout pour la grande, j'imagine, comment est-ce que vous vous organisez? Ben pareil, on essaye de rentabiliser entre guillemets. Donc si je fais quelque chose, je vais essayer de le faire en grande quantité. Et pareil, le congélateur est notre ami. Et donc en fait, je congèle une partie. Et ça permet en plus de faire des tournantes pour ne pas manger la même collation toute la semaine. Bon déjà, je précise quand même qu'on a la grande chance à l'école d'avoir des collations collectives. Donc on ne doit déjà pas se préoccuper de la collation du matin. Tous les jours. C'est une fois par mois et donc c'est super chouette et on s'amuse à faire des choses sympas et originales. Donc c'est uniquement pour les goûters et encore on essaye aussi de faire des goûters fruits et tout simplement classiques. Maintenant c'est vrai que quand elle va à la garderie on essaye aussi de mettre autre chose avec et donc par exemple si je fais des barres de céréales, je vais faire un grand plat qu'il suffit de découper après. Il y en a 16, je lui en mets une et j'en mets 3-4 dans la boîte pour la semaine et le reste va au congélateur. Si la semaine suivante je fais des muffins chocolat betterave, pareil, je vais lui en mettre 1 ou 2, il y en a 2-3 pour la semaine ou pour d'autres jours, le reste va au congélateur, ce qui permet en fait de faire des tournantes après, puisque j'ai plusieurs sortes en même temps au congélateur. J'entends que tu intègres des légumes dans tes pâtisseries? Mais oui, ça m'amuse bien. Et en fait, il y a plein de trucs qui s'y prêtent super bien. Et donc, par exemple, on fait du cheesecake au potimarron super bon, les muffins chocolat betterave, mais ça peut être chocolat courgette aussi. Il y a des gaufres au butternut qui sont délicieuses avec un tout petit peu de sucre perlé. Et en fait, je trouve ça sympa parce que déjà, ça change un peu. Et en plus, ça permet quand même, souvent, c'est pas juste anecdotique, la quantité de légumes qu'il y a dedans. C'est vraiment, il y a une belle quantité de légumes. Et donc, en fait, c'est une façon détournée de faire manger des légumes à nos enfants. Et il y a quasi pas de différence pour nous. Et souvent, je ne cuisine pas mon légume pour ça, quoi. Si je suis en train de cuisiner un potimarron, hop, je cuis tout en même temps, je garde une partie et je sais, et soit je la mets de nouveau au congélateur, soit je la garde simplement dans mon frigo. Et puis voilà, et 2-3 jours après, je fais quelque chose avec. Et c'est marrant parce que c'est devenu vraiment un pli, donc notre grande cuisine avec nous, sur certaines choses en tout cas. Et hier, on avait des radis dans le potager et elle nous a proposé de faire, elle a dit, je fais ma recette, hein, maman. Et elle a râpé ses radis et elle nous a fait un truc au radis, quoi. Et donc là, il y a quand même un objectif santé, j'imagine, au fait d'intégrer les légumes dans les collations. Disons qu'en tout cas, ça permet vraiment d'augmenter la proportion et on dit que c'est bien de manger des légumes de différentes couleurs aussi un peu tous les jours, que le but c'est d'avoir 5 doses de fruits et légumes par jour, mais que par ailleurs, si on sait les varier et donc avoir un peu de vert dans son assiette, un peu de rouge, un peu d'orange, etc., c'est très bien. Voilà, c'est une façon simplement de les mettre dedans. Et par exemple, il y a des choses qui marchent très bien à l'apéro aussi. Et donc typiquement les gaufres à la carotte, en fait c'est salé, il y a pas de sucre du tout dedans. Et les enfants ils mangent ça, en fait, c'est gai et c'est ludique pour eux, ils vont manger ça, ils vont adorer, et en fait, c'est que du bon. C'est une façon aussi de consommer les légumes qu'on a dans le panier. Il y a des légumes qui sont parfois quand même assez volumineux, même quand on les reçoit. Et donc, pour ne pas manger le même légume dans son assiette tous les soirs pendant 3-4 jours, ça permet aussi de les utiliser autrement et de varier le goût, en tout cas, et donc on n'a pas l'impression de manger forcément la même chose, quoi. Pour revenir aux collations, elles sont bien accueillies à l'école? Alors, je dirais super bien, mais en fait, on n'a qu'un retour d'un enfant de 4 ans et demi. Donc, je n'en sais rien. En général, il y en a pas qui reviennent, ou très très peu. Donc, j'en déduis que tout a été mangé. Et les autres parents, est-ce qu'ils font aussi un peu des efforts à ce niveau-là ou Je pense. Franchement, dans l'ensemble. Après, de nouveau, on n'est pas à l'abri que justement, le jour où on doit le faire, la veille, on travaille tard, etc. Et voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, on essaye de faire attention, oui. Donc votre fille est à l'école, est-ce qu'elle mange le midi à l'école? Non, là on l'a fait une fois par semaine pour nous faciliter la vie le soir, mais a priori les autres jours elle ne mange pas à l'école et donc pareil, la boîte à tartines idéalement j'optimiserais, je ferais mieux que ce qu'on fait pour le moment, mais de nouveau chacun fait à son échelle comme il peut sur le moment, donc pour le moment c'est plutôt des tartines. Ce que j'essaye, mais de nouveau pas forcément une fois par semaine, c'est de faire des wraps. Et en fait, du coup, dans un wrap, on met quasiment que des légumes et ça, les enfants, enfin en tout cas la nôtre, elle adore. Est-ce que dans ton entourage, ta famille, tes amis, les gens sont aussi dans ce mood-là? C'est un peu en fonction des convictions et même des intérêts de chacun. Il y a des gens qui adorent le potager et donc qui
qui font tous leurs légumes dans leur jardin, mais sans volonté de réduire des déchets ou autre, mais juste parce que c'est une passion pour eux. Il y en a l'inverse qui sont convaincus aussi des circuits courts et de valoriser le petit fermier au coin du coin et qui vont déjà chez lui depuis qu'ils sont gamins eux-mêmes, quoi. Et puis chacun fait un peu ce qu'il peut et ce qui lui semble important pour lui, quoi. Alors, Sarah, tu parles beaucoup de ton congélateur. Comment est-ce que tu t'organises pour t'y retrouver dans tout ce que tu cuisines et que tu congèles? On a juste, c'est déjà bien parce que tout le monde n'a pas ça, mais on a une colonne de congélateur, quoi. Et je sais pas combien il doit y avoir 7 bacs dedans, plus ou moins. Bah, il va y avoir un bac pour du pain, un bac pour collation soupe, un bac de viande, un bac de poisson, 2 bacs en dessous plus pour les enfants parce qu'aussi du coup en septembre par exemple je vais faire pendant une semaine ou 2 week-ends, enfin une semaine le soir évidemment, hein, mais ou 2 week-ends je vais faire de la compote de pommes en super grande quantité et puis je la congèle en plus petite dose dans des petits pots de bébé en fait, et quand j'ai besoin d'une compote, ben voilà, je la sors du congèle et je tiens quasiment toute l'année avec. Donc effectivement ça m'aide beaucoup là-dessus aussi. Le congélateur n'est pas si grand que ça, mais il y a quand même un beau roulement, quoi. Est-ce que vous voyez une différence financière depuis que vous mettez un peu plus peut-être la main à la pâte? Je vais pas dire que c'est moins cher en général, mais je vais pas dire que c'est plus cher en général non plus. Donc typiquement les paniers de fruits et légumes, si je devais faire un comparatif de ce qu'il y a dedans versus ce que je vais acheter dans une grande enseigne, qui plus est en bio, eh ben souvent ça va être, je pense à mon avis, plus cher ou en tout cas équivalent dans la grande enseigne. Le fromager, pareil, c'est le prix qu'on va payer pour une petite boîte de fromage ne me paraît pas du tout excessif. Et alors il y a même certains produits sur lesquels alors je pense qu'il y a certains produits pour lesquels c'est plus cher, effectivement, dans des plus petites enseignes ou en circuit court, etc., en bio, mais il y a certaines choses qui ne le sont pas, et c'est juste que faire des comparaisons, au début j'ai commencé, mais à la fin, en fait, on s'épuise à faire ça. Mais par exemple, de la poudre d'amande, vous allez en acheter, on est des consommateurs parce qu'on aime encore bien ça dans les pâtisseries, vous allez en acheter dans des grandes enseignes, ça coûte vraiment super cher, mais on se rend pas forcément compte parce que c'est des petits sachets. Je me suis rendu compte qu'en fait, le magasin de vrac où j'allais, ils en ont, c'est littéralement 2 fois moins cher, et en plus, il est bio. Et donc, je me suis dit, ben là, par exemple, c'est tout bénef sur un produit comme ça. Je crois que le tout est de trouver son petit endroit, enfin, son épicerie de référence, un groupement d'achat commun ou des choses comme ça, de référence sur lesquelles on sait que vraiment les prix sont tout à fait acceptables entre guillemets et valent la valeur du produit. Et puis après, ben voilà, on ne se pose plus tellement de questions. Mais par contre, c'est sûr que le fait de ne pas aller dans des grandes enseignes empêche de faire des courses de grandes enseignes entre guillemets où finalement on passe devant, on prend quelque chose, on n'en a pas du tout besoin. Donc par exemple les yaourts, typiquement la différence est énorme de faire ses yaourts soi-même avec des petits bocaux en verre ou d'en acheter tous des petits individuels en magasin. Les pâtisseries, enfin je dis pâtisseries, mais en fait les biscuits, les petits muffins, etc. qu'on va faire pour les enfants, la différence elle est énorme puisque les paquets suremballés du magasin, ben voilà, on achète 6 petits biscuits et on va avoir une boîte en carton plus un paquet en plastique plus une barquette en plastique éventuellement versus rien du tout. Donc la différence là en tout cas elle se marque très très fort aussi. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se lancer? D'y aller progressivement, parce que sinon il va être sans doute un peu démotivé, découragé. Et je pense, si on prend l'exemple du magasin de vrac, par exemple, c'est marrant, on en a parlé il y a pas très longtemps, c'est peut-être d'y aller juste accompagné de quelqu'un qui connaît un peu le magasin, parce que le fonctionnement est quand même légèrement différent. Moi, je crois qu'il faut choisir aussi. Puisqu'effectivement on peut pas tout faire en même temps, donc peut-être que dans un premier temps soit on a plus une conscience santé, bah alors on va le faire plus pour la santé. Au tout départ, quand j'étais enceinte en tout cas, c'était plus au départ ça, et donc en fait en commençant par là, on commence à changer nous-mêmes. Et donc là notre petit qui a même pas 2 ans, il mange des bols de flocons d'avoine parce qu'il les demande. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'en fait nous on en mange, et donc il a trop envie d'en manger. Et je me dis la valeur de l'exemple est absolument incroyable. Vous diriez à un autre enfant mange un bol avec du lait végétal, des flocons d'avoine et des graines dedans, il ne le mangerait jamais. Et en fait, lui, il le voit, et donc il trouve ça bon. On essaye aussi de les tuner un peu, entre guillemets, pour qu'ils soient sympas, pour que ce soit rigolo d'aller chercher les petits raisins secs dans le fond, et tout ça. Mais le zéro déchet, c'est vraiment d'abord en lisant notamment le livre de la famille Zéro Déchet, où on s'est vraiment dit, la claque sur certaines choses dont on ne se rend pas du tout compte, quoi.
Le bol de Kellogg's, je l'avais jamais visualisé. Dans le livre, il est dessiné vraiment, c'est un bol de carré de sucre, quoi. Et la maman lui dit, vas-y, mange ton bol de sucre, on part à l'école. Et le fait de le voir, moi, par exemple, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est plus possible, on peut plus acheter des Kellogg's, quoi. Et au départ, j'avais tellement, rien qu'en lisant ça et en conscientisant la quantité de plastique, je rentrais dans des supermarchés et je ne voyais plus que du plastique, je voyais des rayons de plastique. Je pense que quand on a l'une ou l'autre chose comme ça qui vraiment nous permettent d'avoir un déclic, en fait, je crois que quand on comprend pourquoi derrière, on le conscientise mieux. Et donc, je pense vraiment que chacun doit faire en fonction de ses affinités et de se dire, en fait, on y va progressivement. Et par ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'on est encore loin de la perfection et je pense qu'en fait, c'est normal et qu'il faut pas se mettre trop la pression en se disant, même nous, alors que j'ai l'impression qu'on fait déjà quand même beaucoup de choses, il y a quand même encore plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais il faut juste faire en fonction des moyens qu'on a au moment où on a, du temps qu'on a envie d'y consacrer, quand les enfants sont tout petits ou quand les enfants sont plus grands, qui peuvent aider davantage, que tout ça, ce sont des éléments qui vont influer sur les étapes qu'on va franchir. Donc là, pour l'instant, ce que tu fais, c'est pas quelque chose qui est trop lourd pour toi? C'est quand même déjà prenant et je me suis rendu compte dernièrement que c'était quand même très prenant et qu'en fait on pourrait limiter un petit peu. En fait, je devrais plus souvent faire des choses en plus grosse quantité, simplement doubler ma recette par exemple. Je ne l'ai fait qu'une fois et ça sert plus longtemps. Est-ce que vous reviendrez en arrière pour quelque chose? Jamais. Non, mais vraiment pas du tout. C'est quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Alors ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression d'être davantage citoyenne depuis qu'on fait ça, en me disant en fait si chacun fait sa part, en fait, sans être parfait, parce qu'on n'est pas parfaitement zéro déchet, on n'est pas encore parfaitement tout circuit court, tout bio, tout voilà, mais en faisant déjà sa part, et si chacun faisait sa part, je pense qu'en fait, on pourrait à grande échelle réduire de façon hyper importante l'empreinte écologique et par ailleurs, je pense améliorer chacun sa santé, même si je pense que ça c'est moins visible dans un premier temps. L'impact écologique, à mon sens, sera plus visible plus vite à grande échelle. Et ce qui indirectement est sympa aussi, c'est qu'en fait ça amène des discussions, des échanges avec les gens, de savoir tiens toi comment tu t'organises pour ça ou ça quoi. Alors que tu vas jamais demander à ton voisin comment il achète son jambon au magasin quand tu vas, tandis que donc c'est quand même un point d'échange aussi avec de plus en plus de gens, sur certains sujets différents en fonction des gens, mais ça permet pas mal de discussions quoi. Merci beaucoup en tout cas à nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à toi. Avec grand plaisir. Nous voilà à Gembloux et plus précisément à Bossières, à la SBL Equicroc. Pas de bâtiment à l'horizon, mais plutôt un grand jardin potager, une serre, des hôtels à insectes et même quelques animaux. On y croise des parents qui viennent déposer leurs enfants. Et oui, cette semaine, un stage cuisine et nature y est organisé. Thomas, un des animateurs, nous en dit plus. Donc les stages nature chez Equicroc, c'est laisser l'opportunité aux enfants de vivre dans la nature pendant une semaine, dans un cadre quand même assez bien sécurisé qu'est le jardin. Et donc ils peuvent faire toutes leurs découvertes dans un cadre vraiment sécurisant. Et donc ils apprennent à cuisiner le matin les produits du jardin, à faire des recettes, à suivre une recette, à peser avec une super balance en bois là-bas. Et l'après-midi, on découvre la nature, donc par des activités ludiques, imaginaires, artistiques. Donc on a déjà fait la mare, on a découvert les arbres aussi. Ils ont fait hier du papier avec des fleurs. Et là aujourd'hui, nous partons dans la forêt. Et donc voilà, on essaye de les accompagner dans cette découverte-là. De ne pas trop être une béquille pour eux dans leur découverte de la nature. Accompagner quoi. Et on les accompagne beaucoup. Voilà, là par exemple ton manteau, Elliot il est à l'envers. Une fois les enfants partis en expédition pour la journée, nous prenons le temps d'échanger avec Frédéric. Il y a déjà 10 ans, elle a fondé le groupement d'achat commun Equicroc avec d'autres familles. Aujourd'hui, Equicroc a bien grandi et est une SBL qui propose une épicerie, des stages ou encore l'accueil de groupe. On s'installe dans la roulotte qui fait office de QG sur le jardin. On a envie d'en savoir plus. Bonjour Frédéric, merci de nous recevoir chez Equicroc. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter Equicroc ? Alors Equicroc, c'est un projet citoyen qui a 10 ans cette année. En fait, il est né à partir d'un groupement d'achat
Donc on était des familles jambloutoises, pas uniquement bossiéroises, donc vraiment sur le Grand Jamblou, qui avions envie de consommer autrement, qui étions sensibles à l'impact de nos choix alimentaires, tant sur la santé que sur l'environnement. Et à l'époque, en fait, il y avait vraiment pas beaucoup de solutions pour manger autrement dans nos régions, pour manger une alimentation saine et durable. On a démarré, on était donc un groupement d'achat. Et notre histoire fait qu'à un moment donné, je veux pas donner tous les détails, mais on a décidé de se mettre en ASBL parce qu'on a eu envie d'aller plus loin, en fait. On avait eu envie vraiment d'aller dans des actions de sensibilisation. Mais donc, on a vraiment clarifié notre objet social. Donc, notre objet social, c'est sensibiliser à l'alimentation saine et durable. Et cette alimentation saine et durable, on a réfléchi. Il y a eu un choix, vraiment une grande réflexion au niveau de l'impact de l'alimentation sur l'environnement, mais aussi l'impact de nos choix en fait sur les producteurs. Est-ce qu'il y a une certaine éthique en fait derrière nos choix? Et alors, au cours du temps, on a quand même un peu élargi notre objet social et on sensibilise aussi à la nature parce que évidemment, quand on parle d'alimentation, on parle de la graine et la terre aussi qui accueille la graine en fait. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, en fait, on crée notre association. Donc, on est une dizaine de familles. On avait tous à l'époque pas mal des enfants qui avaient entre 8 et 15 ans. On avait ils étaient à l'école primaire ou en humanité. Et au moment où on crée cette association, en fait, le terrain ici, qui fait plus ou moins 70 arts, en fait, et qu'on n'imaginait pas, en fait, utiliser, ou en tout cas, valoriser dans le cadre de notre projet, en fait, il a été mis à notre disposition. Et c'est un terrain qui avait été depuis 20 ans cultivé en bio. Et donc on s'est vraiment approprié ce terrain. Il y avait, vous voyez aujourd'hui qu'il y a pas mal d'arbres et tout. En fait, il y avait strictement rien. En fait, il y avait des chardons. Quand on l'a eu, la seule chose qu'il y avait, c'est qu'il y avait une serre. Donc la serre avait été conservée puisque il y avait un producteur. Mais sinon, en fait, c'était vraiment un terrain abandonné. Et donc là, il y a eu tout un projet pour construire un lieu vraiment qui est mis à disposition en fait de l'ASBL pour réaliser son objet social, pour sensibiliser à l'alimentation saine et durable et pour produire. Donc ça c'est un petit peu l'histoire des Kikroc, donc qui se fonde il y a une dizaine d'années, un projet avec un projet d'épicerie et un projet de production pas encore très clair à l'époque. Et donc on s'est retrouvés beaucoup avec nos enfants, et ça nous a permettait en fait de partager des savoirs, de cuisiner ensemble, de pas mal sensibiliser. Et alors au cours du temps, en fait notre organisation s'est clarifiée parce que des projets se sont développés. Et alors on s'est rendu compte, on a divisé notre association en 4 cercles en fait. Il y a un cercle qui est vraiment consacré à l'épicerie. L'idée, c'est de comment est-ce qu'on fournit les membres mais c'est ouvert, c'est plus large en fait. Il y a d'autres gens qui viennent faire leurs courses. Comment est-ce qu'on propose des produits d'alimentation saine et durable. Puis il y a un cercle jardin et là on a vraiment clarifié mais qu'est-ce qu'on veut avec ce jardin. En fait on veut que ce soit un lieu de production, mais on veut aussi que ce soit un lieu d'une grande biodiversité. Et puis vu nos activités, on s'est rendu compte qu'au cours du temps on a été beaucoup dans l'accueil et donc on a construit un cercle accueil, on a créé un cercle accueil. Donc et là c'est même vraiment une des activités de l'association, c'est que on accueille des bénévoles qui viennent comme aujourd'hui il y en a quelques-uns qui viennent une demi-journée. On a des bénévoles qui pètent la forme et il y en a d'autres en fait qui ont vraiment pas mal de fragilité. Donc on accueille tout de même aussi des personnes qui sont dans des périodes de vie compliquées, soit en burn-out, soit vraiment des problèmes de santé mentale. Donc ça, on accueille des personnes en individuel. Et puis au cours du temps, dans l'association, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à accueillir des groupes de personnes handicapées, de personnes ayant vraiment des problèmes de santé mentale. Et là, c'est dans ces activités-là qu'on a commencé un peu à se professionnaliser parce que tu ne sais pas accueillir toutes les semaines si tu te professionnalises pas. Mais donc on a vraiment ce cercle accueil où on a des activités sur le jardin essentiellement, mais aussi parfois de cuisine où on accueille des personnes soit en groupe, soit en individuel, et on a des partenariats aussi avec par exemple la plateforme du service citoyen
ou depuis, en fait, on accueille des jeunes depuis 10 ans, alors que à ce moment-là, c'était le tout début de la plateforme du service citoyen. On a accueilli des jeunes, mais qui savaient pas ce que c'était un radis, hein. Je veux dire, là, je crois qu'on n'a pas conscience, mais il y en a qui sont sensibilisés, mais il y en a d'autres vraiment qui sont dans un apprentissage ici en faisant leur service. Et alors, le 4e cercle qu'on a créé, donc dans notre organisation, quand on s'est mieux organisé, on a créé un cercle qui s'appelait Transmission. Et en fait, c'est là qu'on réalise l'objet social de notre association, puisque la transmission, c'est vraiment sensibiliser à l'alimentation saine et durable. Et donc, on a un public famille ou citoyenne, je dirais plutôt une offre citoyenne. Alors, on a vraiment l'offre enfant, ça c'est essentiel pour nous. Et il y a les stages pendant l'été, mais aussi à Pâques et à la Toussaint. Et là, c'est vraiment toujours un stage, c'est cuisine et nature. On met la main à la pâte et donc les enfants vraiment, ils préparent leur repas. Donc c'est un lieu où on vient pas avec ses collations ni son dîner. En fait, quand on vient chez Kikroc, on prépare ensemble son repas. Donc ça, c'est les stages pour les enfants. Et alors aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, on va aussi dans les écoles, en fait. En partenariat avec le BEP, on a une trentaine d'animations, en fait, dans plein d'écoles, mais aussi autour de la vie du ver de terre, hein, qui est aussi important pour notre alimentation. On oublie très souvent, mais le ver de terre est très important aussi. Et puis alors vraiment une partie plutôt alimentation, découverte de légumes. Et donc ça, de nouveau, c'est pris en charge par les animateurs. Et alors notre 3e public, c'est vraiment plutôt un public fragilisé. Et là, on travaille beaucoup avec le CPS, la Régie des couteliers, et c'est souvent des ateliers plutôt de cuisine. Donc ça, c'est vraiment notre 4e cercle, en fait, c'est le cercle transmission. Et là, on est vraiment dans notre objet social et dans notre ce pourquoi l'ASBL a été créée, quoi. Et donc, voilà, moi, je suis une famille à Gembloux. Qu'est-ce que je peux venir faire concrètement? Si je suis une famille gembloutoise, je peux pousser la porte de l'épicerie, je viens avec mes contenants le plus possible, évidemment. Il y a du vrac, il y a des produits secs, il y a une offre de légumes et de fruits. Et alors, il y a moyen aussi d'avoir des fromages et de la viande sur commande. Donc, le mieux, c'est d'abord de venir et puis un bénévole explique comment ça fonctionne. Tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir. Alors, si on est régulier, on demande de ce que les clients se fassent membres de l'association. Et pour être membre, en fait, ça coûte 12 €. Tous les bénéfices de l'épicerie sont utilisés, évidemment, pour faire vivre l'association, en fait. Il y a personne, finalement, dans l'épicerie qui est payé pour ce qu'il fait. Tous ces bénéfices permettent de faire vivre l'association, donc les frais généraux, les animateurs, etc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si on a une famille gembloutoise, c'est venir à un chantier participatif le week-end. Il y en a pas énormément, il y en a plus ou moins un par mois. Ça consiste en quoi? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on accueille et on travaille sur le jardin, mais il y a moyen de faire des tas de choses. Soit on peut être vraiment dans du jardinage, donc du désherbage, du repiquage, des semis. Mais alors, en fait, ça, nous, on n'a peut-être pas eu tellement conscience au début. Un lieu comme ça demande aussi pas mal de bricolage. Donc, on a de l'eau, il faut gérer l'eau. Il faut arroser, ça veut dire qu'on a des gouttes à gouttes dans les serres. On peut être aussi dans de l'infrastructure, réparer des serres, réparer le poulailler, prendre soin des animaux. Donc en fait, quand on vient ici, on choisit tout de même un peu ce qu'on a envie de faire. Mais on peut venir sans savoir bricoler ou jardiner. Tout à fait, non. Et alors et les enfants, ils peuvent s'occuper des animaux ou s'amuser sur le terrain. C'est un espace de liberté aussi. Et on essaye vraiment de proposer, d'avoir suffisamment d'activités différentes pour que chacun puisse être nourri ou être dans un apprentissage. Est-ce qu'il y a des futurs projets chez Kikroc, des choses que vous souhaitez mettre en place qui sont pas encore... Peut-être que le défi pour nous, c'est de rajeunir un peu, en fait. Il y a aussi une réflexion en termes de résilience. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on parvient à réagir à des crises, en fait? Et à s'adapter, quoi. Oui, vraiment, l'idée, c'est de réagir, de pouvoir s'adapter aux chocs, aux crises écologiques, sociales, et se nourrir. Et moi, j'ai quand même la conviction que pouvoir
avoir des lieux de production sur notre territoire, que le citoyen peut s'approprier aussi, est important. Mais ça, c'est un peu, ça faisait pas partie de notre objet social au début. C'est comme je crois qu'on a toujours été sensible à la biodiversité, je crois qu'encore plus que jamais, on doit être des acteurs, et le projet, c'est un lieu de biodiversité. Comment est-ce qu'on multiplie les lieux de biodiversité? C'est vrai, parce que tout à l'heure, quand je disais en tant que famille, comment je peux pousser la porte, je reviens tout de même à ça aussi. C'est que moi, je trouve que si on a des enfants, faire un stage chez Qui Croque, c'est l'occasion de découvrir un lieu. Enfin, moi, j'entends des parents aussi qui disent, mais le stage a démarré. J'ai rencontré une maman là qui me dit, mais moi, j'adore venir le matin. Déjà, je suis dehors. En fait, je viens déposer mes enfants ici. Je suis en extérieur. Je repars. Je viens les chercher. Voilà, ils sont sereins. Ils ont passé leur journée dehors. Et donc, je trouve que c'est de venir déposer ses enfants. Les parents sont eux-mêmes, ils rencontrent les animateurs, ils font connaissance avec le lieu. C'est une manière aussi de s'impliquer chez Qui Croque, finalement. C'est quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance et tout ça entre les. Enfin, moi, je suis très sensible au fait que quand on a des réunions de cercle, en fait, le cercle épicerie et le cercle jardin, c'est vraiment les lieux, les cercles les plus citoyens, en fait, puisque c'est vraiment là que des bénévoles. Quand on a une réunion de groupe épicerie, moi, je sais pas, je trouve que oui, je ressens beaucoup de bienveillance, d'entraide. C'est des réseaux chez Qui Croque, mais des réseaux aussi, comme c'est des gens du coin, après, c'est des gens qui s'entraident par ailleurs. Pour beaucoup, là, nous, par exemple, on est membre du CEL, ou du système d'échange local, donc c'est Clé de Sel, ici à Gembloux. Moi, je suis membre déjà depuis des années, mais je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues aussi et qui font aujourd'hui partie du CEL. Donc il y a eu un lien, soit elles étaient déjà dans le CEL, elles sont venues chez Qui Croque, soit elles sont venues chez Qui Croque et puis elles se sont mises dans le CEL. Et donc c'est quand même beaucoup des réseaux où il y a de l'entraide en fait. C'est chouette quoi. Cette mise en réseau, ça participe, je trouve vraiment à aussi augmenter la résilience du territoire en fait finalement. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, pour votre accueil chez Qui Croque. De rien. Bienvenue sur un chantier participatif. Voilà qui clôture ce 3e épisode d'Eco-Conso et vous. Sur notre site ecoconso.be, vous trouverez plein d'infos sur le sujet de l'alimentation durable et du choix, parfois cornélien, entre des produits bio, locaux, équitables ou de saison. On se retrouve en septembre pour un nouvel épisode. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Eco-Conso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.